Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actu de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, nous sommes avec Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Bonsoir Thomaïs Papayonou d'être avec nous ce soir, correspondante à la télévision publique grecque ERT Télévision. Et puis avec nous François Dorcival. Bonsoir François. Bonsoir Vanessa. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Et avec nous Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent, grand reporter à l'Express et auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. Et c'est aux éditions Perrin. Alors on attend toujours les résultats officiels, mais le Guardian, vous nous le disiez avant de venir en plateau, Vincent, le Guardian le donne déjà vainqueur. C'est bien le travailliste Sadiq Khan qui devra devenir le prochain maire de Londres. Il devrait succéder à Boris Johnson. Alors cet homme, je le disais, est travailliste, il est d'origine pakistanaise et il est musulman. Et ce qui ferait de lui le premier maire musulman d'une capitale européenne. On l'écoute, Sadiq Khan. Je suis un Londonien, un Européen, je suis britannique de confession musulmane. J'ai un héritage asiatique du Pakistan, je suis un mari et un père de 2 filles. Nous avons tous des identités multiples. Je veux être un symbole du meilleur de Londres. François Dorcival, premier maire musulman d'une capitale européenne. C'est aujourd'hui qu'à Londres qu'on peut voir ça, quand on voit justement la montée des populismes un peu partout en Europe, une islamophobie rampante. Il n'y a qu'à Londres qu'on peut voir ça ? Non. Ce n'est pas un musulman qui est le premier maire d'une capitale européenne. C'est un Anglais. C'est un Anglais dans une circonscription et une ville profondément travailliste. Cette ville a été dirigée par Boris Johnson, qui est conservateur, mais c'était une totale surprise. Cette ville, elle est d'abord travailliste. Et c'est un travailliste britannique, Sadiq Khan, qui s'est opposé à un conservateur britannique, le fils de notre ami Jimmy Goldsmith, qui est décédé il y a un certain nombre d'années. Ce sont donc 2 profils britanniques de la société britannique avant d'être un musulman. Et je dois dire que sa déclaration, elle est d'une très grande clarté. N'oublions pas que le Royaume-Uni, que la reine est aussi la reine du Commonwealth. Et que dans ce Commonwealth, il y a un très grand nombre de nations différentes. Et donc, effectivement, nous avons là un travailliste d'origine pakistanaise, mais profondément intégré à la société britannique. Nous verrons ce qu'il fera de sa confession musulmane. Vincent Hugeux, c'est un exemple ? Premier maire d'une capitale européenne de confession musulmane, soit, mais pas d'une grande ville d'Europe. Le maire de Rotterdam, premier port du vieux continent, s'appelle Ahmed Aboutaleb. Il est d'origine marocaine et son père était imam. Donc l'idée qu'un individu de confession musulmane puisse, par les urnes, accéder à une forme de magistrature élective n'est pas totalement inédite. Cela posé, il y a effectivement un vrai tropisme londonien. C'est une ville, pardon pour le cliché increvable, très cosmopolite. Recensement 2011, 37% des Londoniens d'aujourd'hui sont nés en dehors du Royaume-Uni. Vous avez 50 communautés de plus de 10 000 personnes, 50 communautés différentes dans le Grand Londres. Alors, n'idéalisons pas non plus cette ville. On a eu des émeutes urbaines en 2011. Il y a encore des ghettos locaux, certains qui ont d'ailleurs suscité des inquiétudes ces dernières années par la concentration extrême de radicaux islamistes. C'est une donnée sociologique qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Mais d'une certaine manière, on avait face à face, de fait, 2 rêves londoniens. L'un qui passe par le collège d'Eton, Zach Goldsmith, et l'autre qui passe par le quartier de Tooting, où d'ailleurs est né le nouveau maire de Londres, son père chauffeur de bus, sa mère couturière, 7 frères et sœurs qui ont tous fait des études universitaires parce que les parents se sont sacrifiés pour ce faire. Je veux dire, donc voilà, ce sont 2 rêves londoniens qui étaient face à face et l'un l'emporte sur l'autre pour les raisons essentiellement politiques et d'identité de Londres qu'évoquait François Dorcival à l'instant.
Thomaïs Papaioannou, est-ce qu'on peut dire que l'ascenseur social marche mieux peut-être de l'autre côté de la Manche qu'ici en France? Alors qu'on a tendance en France justement à dénoncer, enfin en tout cas la gauche, à dénoncer l'ultralibéralisme économique finalement du Royaume. Ben oui, c'est un peu le paradoxe de l'affaire, l'ultralibéralisme du Royaume-Uni et dans le même temps on a le sentiment que l'ascenseur social marche mieux de l'autre côté de la Manche. En Grande-Bretagne, je ne pense pas. Il y a un énorme décalage. J'ai vécu en Grande-Bretagne dans les fin des années 90. Non, l'ascenseur social ne marche pas. D'ailleurs, Cameron est en train de supprimer toutes les allocations sociales, toutes les aides publiques envers les enfants, avec les handicapés, avec toutes les populations très menacées. Et il fait la politique inverse, c'est ce qu'il faut. Il coupe dans les dépenses. Donc, et même sa mère, la mère de Cameron, a protesté contre son fils en disant c'est pas possible que tu coupes même les subventions de la bibliothèque communale là où j'habite. L'ascenseur social en Grande-Bretagne est en panne, je ne sais pas aussi comme en France, je ne sais pas si vraiment, véritablement on peut comparer parce que ce sont deux systèmes différents, mais Londres n'est pas la Grande-Bretagne. Londres, c'est un pays dans un pays, et un État dans un État, mais non, il faut sortir de Londres parce qu'il y a une vraie gentrification de Londres, très inquiétante. Les prix de la pierre à Londres est exorbitant, c'est une monnaie presque d'acheter à Londres. Il faut sortir de Londres, il faut aller à Manchester, c'est une ville extrêmement dynamique, ou aller à Liverpool qui commence vraiment à retrouver un nouveau visage pour comprendre la société. Et là, on voit une vraie... les prolétaires, comme on voit les maires, les deux candidats. L'un est très riche, l'autre pauvre, qui ont essayé un petit peu de présenter les deux visages. Mais effectivement, c'est ça. Il y a un énorme décalage entre... les prolétaires britanniques existent toujours. Ken Loach pourra retrouver son bonheur. Et il y a aussi les très immensement riches qui existent aussi en Grande-Bretagne. Et la politique de Cameron est très agressive vis-à-vis des pauvres et très favorable vis-à-vis des très riches. D'ailleurs, toute sa bataille de Brexit, c'était justement pour s'assurer que la Canary Wharf, là où il y a la bourse londonienne, soit préservée, épargnée de tout changement, de toute décision de l'eurozone et garantir son immunité par rapport à, bien sûr, aux finances et les impôts. Il n'empêche que ce que vous avez dit, Vanessa, il y a un instant, du jugement que la gauche française porte sur l'Angleterre reste vrai. Que Londres soit un cas à part, j'en suis d'accord. Mais il n'empêche que comment David Cameron a-t-il été réélu l'année dernière aussi fortement qu'il l'a été? Il l'a été sur les problèmes d'identité, mais surtout parce qu'il a créé plus d'1 million d'emplois. Et donc, ce sont des choses qui nous sont inconnues. Alors, avec une politique à laquelle nous n'adhérons pas, que nous condamnons, que nous dénonçons, mais cette politique, elle a créé de l'emploi. Et donc, effectivement, la situation de la Grande-Bretagne est très différente, très opposée à celle de la France aujourd'hui. Vincent Hugeux, on dénonce beaucoup aussi ici en France le communautarisme britannique, mais finalement, alors vous allez me dire que c'est peut-être une exception, Sadiq Khan, mais aujourd'hui, n'empêche que c'est un maire musulman, alors même s'il y a d'autres exemples, vous disiez, mais enfin il est quand même édifiant, celui-ci, premier maire quand même musulman d'une capitale européenne, et pourtant on dénonçait aussi le communautarisme au Royaume-Uni. À un moment, la campagne électorale a pris un tour féroce. Avec les milieux conservateurs qui ont dénoncé Khan comme étant lui-même complaisant vis-à-vis d'islamistes, au prétexte que, en tant qu'avocat, puisque la méritocratie familiale l'avait porté vers le barreau, il a été effectivement en situation d'avoir des échanges avec des radicaux, et que d'ailleurs il apparaît parmi les conseils de Zacharias Moussaoui, l'un des acteurs des attentats du 11 septembre. Mais c'est quelqu'un qui a, par exemple, publiquement pris position en faveur du mariage gay, ce qui lui a valu des menaces de mort, et raconte-t-il dans un entretien récent, une sorte de cénacle familial dans lequel il a conversé avec son épouse et ses filles pour savoir si oui ou non on solliciterait une protection rapprochée. Donc c'est vrai qu'il a toujours dit qu'il était le mieux placé pour lutter contre, je le cite là encore, le cancer de la radicalisation islamiste. Donc voilà, il peut être l'incarnation de cette forme de passerelle-là, de quelqu'un qui effectivement se revendique comme un Britannique d'origine pakistanaise,
mais comme un sujet de sa gracieuse majesté, et il pense être outillé intellectuellement, culturellement, pour éviter justement des crispations de cette nature. Thomas Papayannou, sur les autres résultats, on a vu des travaillistes qui résistaient un peu mieux que prévu, mais enfin qui ont aussi perdu des sièges, et je pense notamment en Écosse, où ils arrivent en 3e position, c'est quand même leur fief, l'Écosse. Cette gauche de Jeremy Corbyn, elle a du mal quand même à s'imposer finalement, là aussi au Royaume-Uni. C'est-à-dire une gauche, c'est l'aile gauche de la gauche. Jeremy Corbyn, c'est une Europe sociale, c'est tout ça. Et ça prend pas, on a le sentiment comme ça a du mal à prendre. Il est même contesté dans son propre parti. Alors, on verra les résultats le 26 juin. Honnêtement, je pense que c'est un bon scrutin, les référendums de 26 juin. Où ils vont 23 juin. 23 juin. Ça, c'est pour le Brexit. C'est le Brexit, parce que jeudi, il vote absolument. Et vers 26, c'est les élections en Espagne. Le problème, c'est qu'on verra là les résultats et la marge entre les deux, le oui ou le non au Brexit. Et c'est là on va voir le travail de Corbyn et on va juger et par rapport à ses positions aussi. Et franchement, Cameron a été élu, comme vous l'avez dit, triomphalement. On l'a ridiculisé, Corbyn, depuis, sur sa manière de parler, sur sa manière de se vêtir, de sa manière de s'exprimer, son passé. Mais je pense qu'on verra le 23 juin si il a pris de l'élan, il peut espérer de se maintenir à ce poste-là. Et comment on pourra le voir le 23 juin? Parce que dans le fond, les conservateurs, ils militent tout comme lui pour un maintien du au sein de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qui montrera le résultat au soir du 23 que l'élan Corbyn a pris? Et s'il est dans le bon camp ou il n'est pas dans le bon camp. Si on est pour l'Europe ou si on est contre l'Europe. Mais forcément. Les conservateurs sont pour aussi. Enfin, pas tous. On dirait qu'il y a une vraie division au sein du Parti conservateur. Mais ce qui est intéressant, c'est, dans notre affaire, Londres, le maire sortant, c'est Boris Johnson. Il a pris position en tant que conservateur pour le oui à la sortie, donc pour le Brexit. Ah oui. En revanche, Jeremy Corbyn, lui, prend position contre la sortie. Tièdement quand même. Tièdement, mais tièdement. Mais contre. Il est contre. On va voir. De toute façon, c'est tout le parti. Et effectivement, le prochain vote sera celui-là et subsidiairement l'avenir de Boris Johnson. Parce que, évidemment, n'étant plus maire de Londres, il est d'autant plus libre de prendre aujourd'hui des fonctions importantes au sein du Parti conservateur. Vincent Hugeux, un mot quand même sur cette campagne. C'était quand même une sale campagne. On le dit, on le redit quand même, parce qu'il y a quand même eu des accusations d'antisémitisme, du côté d'ailleurs des travaillistes, et notamment de l'aile gauche du parti. Et puis côté conservateur, c'est pas mieux. Il y a eu quand même des accusations d'islamophobie, et notamment des attaques très dures contre Sadiq Khan, vous le disiez tout à l'heure, qui était accusé de collusion avec les milieux islamistes radicaux. Vous aviez d'un côté, je dirais, la version quasiment angélique d'un Sadiq Khan qui va à la sortie des églises, qui participe à des cérémonies écuméniques chrétiennes. De l'autre côté, un Zach Goldsmith qui se rend dans un temple hindou à l'occasion d'une fête du calendrier religieux de cette confession. Et dans la coulisse, en revanche, des dérapages assez funestes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des auteurs des propos qui ont d'ailleurs créé une vraie crise à l'intérieur de Labour, n'est autre que Ken Livingstone, ancien maire de Londres. Oui. Donc voilà, il y a eu deux niveaux. Il y a eu des concurrents, les frontrunners, qui ont essayé de projeter une image plutôt apaisée, sereine et ouverte. Et puis en dessous, comme souvent, était-ce délibéré, était-ce accidentel, il y a eu toutes les vieilles ficelles d'une campagne qui vise à diaboliser l'adversaire. Oui, et au fond, c'est très bien. Pourquoi est-ce très bien ? La dureté d'une campagne comme celle-là. Parce qu'elle a montré des faiblesses, elle a montré des bavures, etc. Ce qui va obliger l'élu à en tenir compte désormais. Il ne peut pas négliger la campagne et les points sur lesquels cette campagne a porté durement. Laure, oui. Est-ce qu'on a beaucoup de dessins? Est-ce que les dessinateurs se sont intéressés justement à cette campagne britannique et à ces personnages hauts en couleur, Sadiq Khan, Zach Goldsmith, Boris Johnson qui quitte donc la mairie de Londres, Jeremy Corbyn qui est critiqué dans son propre camp. Enfin, il y avait beaucoup de choses quand même à dire. Oui, beaucoup de choses. Et puis alors, ce que j'ai pu constater surtout, c'est que c'était encore trop tôt pour qu'on ait des caricatures de Sadiq Khan. On dirait qu'il bénéficie encore d'une forme d'immunité. D'état de grâce. Voilà, un état de grâce.
ça va peut-être pas durer, mais bon. Donc, du coup, disons que j'ai pris un autre angle pour montrer quelques dessins qui nous sont récemment arrivés sur la Grande-Bretagne, parce qu'on peut dire que ce scrutin reflète quand même peut-être le scrutin qui aura lieu en juin prochainement. Alors là, un premier dessin de Chapat, qui on voit la visite très récente que Obama a pu faire en Grande-Bretagne pour faire un petit peu campagne pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne en aidant son ami Cameron. Et là, on voit l'accueil d'un militant du parti eurosceptique UKIP qu'on voit ici. Obama qui dit « Je suis heureux d'être en Europe » et puis le partisan UKIP qui lui dit « Attention, tu n'es pas en Europe ». Alors, un mot quand même pour dire à nos téléspectateurs que le UKIP a quand même décroché 7 sièges au Parlement du Pays de Galles et qui fait son entrée au Parlement gallois, UKIP qui est un parti europhobe. Voilà. Cet autre dessin indépendant. Ouais. Cet autre dessin du dessinateur français Chonu pour Ouest France qui résume aussi très très bien le paradoxe représenté ici avec les Écossais qui disent majoritairement oui à l'Europe et non au Royaume-Uni face à d'autres qui disent non à l'Europe et qui refusent de voir le Royaume-Uni se démanteler avec cette éventuelle indépendance de l'Écosse. Bref, la situation est compliquée. Je trouve ce dessin très 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 drôle. Là aussi, même idée pour Patrick Chapat, le démantèlement de de la Grande-Bretagne, pardon, avec Cécile, on voit ces frontières taillées à la scie. Et puis enfin, un dessin de Vado, dessinateur belge pour Le Vif, l'Express. Il faut dire que le pari de Cameron de convoquer ce référendum est peut-être un peu risqué et que ce drapeau entre Grande-Bretagne et Europe un peu défraîchi va peut-être être le visage de la Grande-Bretagne dans quelques... Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque, vous ? De la sortie ? De la sortie, du Brexit ? Non. Bon. Non, c'est juste sur la peur. Il joue sur la peur. Il joue sur la peur. On a déjà vu ça. Allez, on va parler d'une autre campagne qui, elle aussi, promet d'être féroce. On va en parler dans quelques minutes. C'est aux États-Unis, c'est le duel Trump-Clinton et les premières attaques ont commencé. L'élection présidentielle américaine, ce sera le 8 novembre. Et puis, on parlera également de la situation en Turquie où un journaliste, Dündar, qui a été attaqué aujourd'hui. Il vient d'être condamné, on l'apprend à l'instant, il vient d'être condamné à 5 ans de prison pour avoir révélé des secrets d'État. Certains parlent d'un procès politique, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tour de vis plus qu'autoritaire en ce moment en Turquie, avec le président Recep Tayyip Erdogan qui rêve d'un régime présidentiel. On a beaucoup de choses à dire sur la Turquie. C'est dans la seconde partie de ce débat. À tout de suite.